Étoudie en ébullition, Ngo, dauphin désigné ou ultime sacrifice du vieux lion? Silence lourd à Étoudie. Les couloirs sont calmes, mais les regards sont nerveux. Les sourires sont polis, mais les téléphones chauffent. Quand le baobab commence à projeter une ombre trop longue, les herbes autour commencent à se demander qui héritera du soleil. Mes chers abonnés, le Cameroun ne dort pas. Il observe. À 93 ans, Paul Biya souffle ses bougies pendant que, dans l'ombre, une autre flamme brûle, celle de la succession. Une guerre froide. Silencieuse. Calculée. Implacable. Et au centre des murmures, un nom revient avec insistance. Ferdinand Ngo. Est-il l'homme de la transition? Le gardien du système? Ou le prochain nom sur la liste invisible des sacrifices politiques? Parce qu'au Cameroun, l'histoire nous a appris une chose, le pouvoir ne quitte jamais la scène sans écrire lui-même le dernier acte. Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans un univers où chaque sourire cache une stratégie, où chaque absence est un message codé, où chaque proximité peut devenir un danger. Ici, il ne s'agit pas d'une simple rumeur de palais. Il s'agit d'un possible basculement historique. Il s'agit d'un système qui se protège. Il s'agit d'un homme qui veut contrôler même l'après. Et surtout, il s'agit d'un pays suspendu entre continuité et rupture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez 2 secondes. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède. On vous la sert bien épicée, bien analysée, sans peur et sans favoritisme. Sur Kame News, on ne commente pas les rumeurs. On décrypte les stratégies. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. C'est peut-être le début d'un tournant que l'histoire retiendra. Partie 1, l'anniversaire qui valait plus qu'un conseil des ministres. Quand le chef coupe le gâteau lui-même, ce n'est pas pour le sucre, c'est pour compter les invités. Mes chers abonnés de Kame News, ne vous laissez pas tromper par les bougies et les sourires de circonstance. Au Cameroun, un anniversaire présidentiel n'est jamais un simple moment familial. C'est un bulletin politique sans micro, un décret sans journal officiel, un conseil stratégique déguisé en fête. Le 13 février, Paul Biya a soufflé ses 93 bougies. Officiellement, ambiance conviviale, cercle restreint, famille, quelques collaborateurs, très proches. Officieusement? Un casting serré comme un dernier tour d'investiture. Et là où ça devient intéressant, c'est cette histoire de liste d'invités modifiée à la dernière minute. On nous dit que la première liste était plus large. Ministres. Directeurs généraux. Poids lourds. Puis, au dernier moment, certains noms auraient disparu. Rayés. Effacés. Évaporés. Au Cameroun, quand ton nom disparaît d'une liste présidentielle, ce n'est pas un oubli. C'est un message. La liste, ce n'est jamais la liste. Dans d'autres pays, une fête reste une fête. Ici, la liste des invités est un thermomètre politique. Qui est assis près du chef? Qui est relégué au second rang? Qui n'est même pas appelé? Ce sont des signaux. Des signaux que les élites décodent mieux que les services météo. On dit souvent que le président serait déconnecté. Mais un homme déconnecté ne modifie pas une liste stratégique à la dernière minute. Un homme diminué ne choisit pas personnellement qui entre dans son cercle symbolique. Choisir, c'est décider. Décider, c'est contrôler. Contrôler, c'est être conscient. Alors la question se pose avec insistance. Qui voulait qu'on pense qu'il ne décide plus? Parce que ce geste simple cocher des noms est peut-être l'un des messages politiques les plus puissants de ce début d'année. 2. L'art de l'exclusion silencieuse. Il y a une chose plus forte qu'une nomination au Cameroun, l'absence. On peut supporter qu'on ne te donne pas un poste. Mais ne pas être invité à une cérémonie privée du chef? Là, ça pique. Dans les couloirs feutrés, on ne parle pas fort. On murmure. Tu as vu? Il n'était pas là. Et ce murmure vaut parfois plus qu'un décret de limogeage. Parce que dans un système où la proximité est un capital politique, être visible près du président, c'est exister. Être absent, c'est inquiéter. L'anniversaire devient alors un baromètre. Certains ont renforcé leur position. D'autres ont senti le sol devenir glissant. 3. Le cercle restreint, ou le noyau dur.
On nous parle d'un cercle réduit. Famille. Fidèles. Collaborateurs triés. Mais dans un contexte de débat sur la succession, un cercle réduit, c'est un message encore plus lourd. Cela signifie que la confiance se concentre. Que l'accès se raréfie. Que le noyau se durcit. Et dans les périodes d'incertitude politique, le noyau dur devient le véritable centre du pouvoir. Ceux qui y entrent respirent. Ceux qui restent dehors calculent. À 93 ans, chaque geste du chef est scruté comme une prophétie. Qui était là? Qui souriait? Qui semblait à l'aise? Qui semblait nerveux? Même la façon de tenir le couteau pour couper le gâteau devient sujet d'analyse nationale. Oui, nous sommes au Cameroun. 4. L'image du « vieux fini » face à la réalité. Depuis des années, un narratif s'installe, celui d'un président affaibli, dépassé, absent. Mais cet anniversaire vient bousculer cette image. Car si vraiment il ne maîtrisait plus les choses, comment expliquer qu'il ajuste personnellement la composition de son entourage immédiat? Un système aussi sensible que la présidence ne fonctionne pas en pilotage automatique. Surtout quand les ambitions internes sont nombreuses. Si le chef était réellement totalement absent, les clans auraient déjà pris le dessus de manière visible. Or, ce que l'on observe, c'est un équilibre fragile, mais maintenu. Cela ne signifie pas que tout va bien. Cela signifie que le centre n'a pas totalement lâché prise. Et c'est là que la satire devient sérieuse. 5. L'anniversaire comme test de loyauté. Dans certaines traditions africaines, les cérémonies sont des moments de vérité. On voit qui vient saluer. On voit qui reste à distance. Cet anniversaire pourrait avoir été un test. Un test de fidélité. Un test d'alignement. Un test de comportement. Comment chacun se positionne-t-il à l'approche d'une éventuelle transition? Qui reste discret? Qui multiplie les gestes visibles? Qui cherche à apparaître indispensable? Parce qu'en période de succession incertaine, les anniversaires ne sont plus des fêtes. Ce sont des auditions. 6. Le message au pays. Au-delà des élites, il y a le peuple. Et le peuple voit un président de 93 ans encore capable d'organiser, de sélectionner, de recevoir. Cela rassure certains. Cela inquiète d'autres. Cela relance le débat national. Car si le chef est lucide et maître de ses décisions, alors il est pleinement responsable du cap actuel du pays. On ne peut pas, dans la même phrase, dire qu'il contrôle tout et qu'il n'est responsable de rien. L'anniversaire envoie donc un message double. À l'intérieur, je vois et je décide. À l'extérieur, je suis toujours là. Conclusion de la partie 1. Mes chers abonnés, retenez ceci, au Cameroun, un gâteau peut être plus stratégique qu'un discours. Un anniversaire peut valoir un conseil des ministres. Une liste d'invités peut valoir un remaniement. Alors je vous pose la question. Pour vous, cet anniversaire était-il un simple moment familial, ou un signal fort dans la guerre silencieuse de succession? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici à Caménews, on ne regarde jamais les bougies sans analyser l'ombre qu'elles projettent. Partie 2, le palais des rivalités quand les requins nagent dans le même aquarium. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre, mais quand les éléphants refusent de se battre, c'est qu'il y a un chasseur derrière. Mes chers abonnés de Caménews, ici on entre dans les couloirs feutrés d'Etoudi. Là où les tapis sont épais, les sourires polis, et les tensions bien réelles. Parce que derrière l'image d'un palais calme et institutionnel, beaucoup décrivent un véritable laboratoire de rivalité. Un système où plusieurs centres d'influence cohabitent, sans jamais vraiment s'aimer. Et c'est là que la satire devient intéressante. Un palais, plusieurs chefs? Dans un État classique, la hiérarchie est claire. Le président décide. Les collaborateurs exécutent. Fin de l'histoire. Mais au Cameroun, l'histoire est plus épaisse qu'un dolé bien chargé. On parle d'un directeur du cabinet civil et d'un secrétaire général de la présidence qui ne partageraient pas toujours la même vision. On évoque des responsables sécuritaires qui fonctionneraient dans une méfiance permanente. On murmure des tensions entre le secrétariat général et la primature. Alors la question que tout le monde se pose. Comment un système peut-il tenir si ses piliers ne s'aiment pas? Et c'est là que certains analystes répondent avec un sourire. Justement, c'est peut-être comme ça qu'il tient. 2. Diviser pour régner version camerounaise premium. Au Cameroun, on a perfectionné un art politique ancestral,
laisser les ambitions coexister sans jamais les laisser fusionner. Si deux camps ne s'entendent pas, ils ne complotent pas ensemble. S'ils se surveillent, ils ne s'unissent pas. Et s'ils espèrent chacun devenir le favori, ils évitent de provoquer le centre. Résultat ? Le centre reste indispensable. C'est comme dans un quartier où tous les voisins se méfient entre eux, le chef du quartier devient l'arbitre incontournable. Alors certains voient du désordre. D'autres voient une orchestration. Parce que si vraiment ces « requins », comme on les appelle souvent dans les débats populaires, pouvaient s'aligner sur une stratégie commune, le paysage serait différent. Mais ils ne s'alignent pas. Et ce détail change tout. 3. Le théâtre permanent du pouvoir. À Etoudi, la rivalité n'est pas toujours une guerre ouverte. C'est un ballet. On se croise dans les réunions. On s'applaudit en public. On se mesure en privé. Chacun veut être le plus informé. Chacun veut être le plus écouté. Chacun veut être le plus proche. Et dans ce climat, l'information devient une arme. Certains ministres sont réputés pour envoyer des notes directes. D'autres pour cultiver leur accès privilégié. Les circuits parallèles d'influence existent dans tous les systèmes politiques, mais au Cameroun, ils sont presque institutionnalisés. Le résultat ? Un palais qui fonctionne comme une entreprise où plusieurs directeurs pensent être le véritable numéro 2. 4. La sécurité et la méfiance. Même les structures sécuritaires ne seraient pas épargnées par ces rivalités. Et là, le sujet devient sensible. Parce que lorsqu'on parle de sécurité présidentielle, on parle du cœur même de la stabilité du régime. Si différents responsables sécuritaires évoluent dans une logique de compétition plutôt que de coopération totale, cela signifie une chose, chacun protège son périmètre. Mais paradoxalement, cette fragmentation peut aussi empêcher toute concentration excessive de pouvoir sécuritaire entre les mains d'un seul acteur. Encore une fois, le système semble fragile, mais il se protège par la fragmentation. 5. Le préside au centre du labyrinthe. Et au milieu de tout cela ? Le chef. Certains disent, il subit ces tensions. D'autres disent, il les entretient. Si le président était réellement dépassé, ces rivalités auraient déjà explosé. Les blocs se seraient constitués. Les lignes auraient été clairement tracées. Mais le système continue de fonctionner. Les décisions sortent. Les nominations tombent. Les équilibres sont maintenus. Alors, est-ce un chaos incontrôlé ? Ou un labyrinthe savamment construit ? Au Cameroun, on aime dire. Si la maison tient malgré les fissures, c'est que l'architecte connaît ses murs. 6. Le peuple au milieu du jeu. Mais pendant que les élites rivalisent, qui regarde ? Le peuple. Et lui, il ne voit pas les subtilités stratégiques. Il voit les résultats. Il voit les tensions économiques. Il voit les frustrations sociales. Il voit les débats sur la succession. Et il se demande. Tout ce théâtre interne, à quoi sert-il concrètement ? Parce qu'au final, la guerre froide au sommet n'améliore ni le prix du carburant ni le coût de la vie. Et c'est là que le jeu devient dangereux. Trop de rivalités affaiblissent l'image d'unité. Trop de tensions alimentent les spéculations. 7. L'équilibre instable. Le système actuel ressemble à une table à plusieurs pieds inégaux. Tant que le centre appuie dessus, elle tient. Mais si la pression change, c'est là toute la subtilité. Les rivalités internes peuvent être un outil de contrôle. Mais elles peuvent aussi devenir incontrôlables si l'arbitre central faiblit. Et dans un contexte de débat sur la succession, chaque rivalité prend une dimension nouvelle. Parce que chacun pense à l'après. Et quand l'après devient plus important que le présent, les alliances changent vite. Conclusion de la partie 2. Mes chers abonnés, le palais d'Etoudi n'est pas seulement un bâtiment. C'est un écosystème complexe. Un lieu où les ambitions cohabitent. Un espace où la loyauté est précieuse. Un théâtre où chaque acteur joue un rôle, sans jamais oublier qu'il peut être remplacé. Alors dites-nous en commentaire. Ces rivalités sont-elles la preuve d'un système en fin de cycle ? Ou la démonstration d'une stratégie redoutable de contrôle ? Parce qu'au Cameroun, le pouvoir ne se partage jamais totalement. Il se surveille. Partie 3, Ngo, dauphin silencieux ou agneau du sacrifice. Quand le roi commence à sourire à un notable, les autres notables commencent à dormir avec un œil ouvert. Mes chers abonnés de Kame News, ici, on entre dans la zone rouge.
La zone où les noms deviennent lourds. La zone où chaque poignée de main peut cacher un couteau diplomatique bien aiguisé. Au centre des murmures, au cœur des calculs, dans toutes les conversations feutrées des salons climatisés de Bastos, un nom circule avec insistance, Ferdinand Ngo. Mais attention, au Cameroun, quand ton nom circule trop, ce n'est jamais bon signe. L'homme qui chuchote à l'oreille du chef. Dans l'architecture du pouvoir, certains parlent fort. D'autres signent les décrets. Mais il y a ceux qui murmurent. Et celui qui murmure près du fauteuil présidentiel a parfois plus de poids que celui qui crie au micro. Ngo est perçu comme l'un des hommes les plus proches du centre décisionnel. Un homme discret, méthodique, rarement dans l'exubérance médiatique. Mais en politique camerounaise, la discrétion est souvent synonyme d'influence profonde. Plus tu parles peu, plus on suppose que tu agis beaucoup. Et dans un système où l'accès au chef est une monnaie rare, celui qui contrôle l'agenda contrôle une partie du pouvoir. Mais voilà le problème. Être proche du soleil réchauffe. Mais rester trop longtemps près du soleil brûle. 2. La malédiction des hommes forts. L'histoire politique camerounaise nous a enseigné une règle non écrite, les hommes forts finissent rarement paisiblement. Dans les longues présidences, il y a toujours un cycle, montée en puissance, accumulation d'influence, jalousies internes, puis basculement. Pourquoi? Parce qu'un homme trop puissant devient une menace potentielle. Pas forcément parce qu'il trahit. Mais parce qu'il peut. Et dans les systèmes où la loyauté est surveillée comme un trésor national, la suspicion devient un outil de survie. Alors la grande question. Ngo monte-t-il parce qu'il est indispensable? Ou monte-t-il pour être exposé? Au Cameroun, on dit, on ne te met pas toujours devant pour te couronner, parfois c'est pour te tester. 3. Le syndrome du dauphin invisible. Beaucoup spéculent, est-il le dauphin? Le successeur naturel? Le gestionnaire de la transition? Mais au Cameroun, le dauphin n'est jamais officiellement désigné. Il est supposé. Fantasmé. Suspecté. Et c'est là toute la subtilité. Si le chef désigne clairement quelqu'un, les autres se liguent. S'il ne désigne personne, tout le monde reste en compétition. Et pendant que les prétendants s'observent, le trône reste stable. Alors peut-être que le flou autour de Ngo est volontaire. Peut-être que le mystère fait partie du dispositif. Plus les gens se demandent « est-ce lui ?», plus l'équilibre reste fragile mais contrôlé. Mais attention. Dans les guerres de succession, ce n'est pas toujours le favori supposé qui gagne. C'est celui qui survit aux tempêtes internes. 4. Les ennemis silencieux. Quand vous êtes au sommet de l'influence, vous ne voyez pas toujours les regards derrière vous. Chaque décision crée des alliances. Chaque signature crée des frustrations. Chaque proximité crée des jalousies. Et dans un palais où les rivalités sont connues mais rarement assumées publiquement, l'ascension d'un homme peut devenir le carburant des ambitions contrariées. Ceux qui applaudissent aujourd'hui peuvent calculer demain. Ceux qui sourient peuvent patienter stratégiquement. Le problème du pouvoir, ce n'est pas l'ennemi déclaré. C'est l'ami inquiet. 5. Le précédent des sacrifiés. L'histoire récente du régime montre une chose, personne n'est éternellement à l'abri. Des figures autrefois incontournables ont connu des chutes spectaculaires. Des alliés historiques ont été rattrapés par la justice ou par des réajustements politiques inattendus. Et souvent, ces chutes ont servi un objectif, envoyer un message. Un message de fermeté. Un message de rééquilibrage. Un message de contrôle. Alors certains analystes murmurent. Si un grand nom devait être sacrifié pour réaffirmer l'autorité du sommet, qui serait le plus symbolique? Question sensible. Très sensible. Parce qu'en politique camerounaise, le sacrifice n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une démonstration de puissance. 6. Le piège de la surexposition. Plus un homme devient visible dans les discussions publiques, plus il devient une cible. Les réseaux sociaux amplifient. Les opposants spéculent. Les élites internes observent. Et dans ce climat, chaque geste est analysé. Chaque déplacement est interprété. Chaque silence est commenté. Or, la surexposition est dangereuse dans un système où l'ombre protège. La question stratégique devient alors. Ngo est-il en train de consolider son avenir, ou d'accumuler trop de projecteurs? Parce qu'au Cameroun, quand on parle trop de toi au sommet, soit tu es en train de gagner, soit tu es déjà sur la liste invisible.
7. Le chef est le dernier coup. Il ne faut jamais oublier une chose, dans une longévité politique aussi exceptionnelle, le dernier mot appartient toujours au chef. Et si le chef est encore lucide, comme le soutiennent certains observateurs, alors chaque positionnement autour de lui est surveillé. Peut-être que Ngo bénéficie d'une confiance réelle. Peut-être qu'il incarne une continuité. Peut-être qu'il est un rouage essentiel. Mais dans les jeux de succession, l'essentiel peut devenir remplaçable si l'équilibre général l'exige. Au Cameroun, on dit. Le propriétaire du champ peut changer de gardien à tout moment. Conclusion de la partie 3. Alors mes chers abonnés, la vraie question n'est pas simplement, Ngo est-il puissant? La vraie question est, sa puissance est-elle durable? Est-il le futur architecte d'une transition maîtrisée? Ou le dernier grand sacrifice pour protéger une légende politique? Dans cette guerre silencieuse, personne ne dort complètement tranquille. Dites-nous en commentaire. Pour vous, Ngo est-il l'homme de l'avenir, ou l'homme du moment? Parce qu'au Cameroun, le moment peut être glorieux, mais très court. Partie 4, lucidité ou mythologie du pouvoir? Le vieux lion dans son labyrinthe. Quand le patriarche ferme les yeux, ce n'est pas toujours qu'il dort, parfois il écoute mieux. Mes chers abonnés de Kame News, ici on ne fait pas dans les contes de fées politiques. On observe. On analyse. Et on pose les questions qui dérangent. Depuis les 93 ans de Paul Biya, un débat divise les salons feutrés de Yaoundé, les groupes WhatsApp surchauffés et même les taxis de Mvogada. Le président est-il encore lucide, ou sommes-nous face à une mise en scène historique savamment entretenue? Certains disent, il est fini. D'autres rétorquent, vous ne connaissez pas le vieux. Et c'est là que commence la vraie intrigue. 1. Le mythe de l'homme diminué. Dans l'imaginaire collectif, un homme de 93 ans devrait être retiré, contemplatif, presque effacé. Mais ici, nous ne parlons pas d'un simple grand-père racontant des souvenirs au coin du feu. Nous parlons d'un chef d'État qui a traversé les décennies comme un caméléon traverse la forêt, sans bruit, mais toujours vivant. Ceux qui pensent qu'il ne comprend plus ce qui se passe oublient un détail essentiel, au Cameroun, le pouvoir ne se délègue jamais totalement. Il circule, il s'ajuste, mais il ne s'abandonne pas. Regardez bien. Les décisions majeures continuent d'émaner du sommet. Les nominations stratégiques portent encore sa signature. Les équilibres internes sont maintenus. Un homme réellement dépassé ne garderait pas un système aussi verrouillé. Alors la question devient gênante. Et si l'image de faiblesse était utile? 2. La stratégie du brouillard permanent. Au Cameroun, on dit souvent, si tu ne comprends rien, c'est que quelqu'un comprend très bien pour toi. Le flou autour du pouvoir n'est peut-être pas un accident. Il peut être une méthode. Diviser les clans. Laisser les rivalités exister. Permettre que chacun pense être le favori. C'est un art ancien, le chef ne choisit pas publiquement son dauphin. Il laisse les prétendants s'observer, se neutraliser, se surveiller. Pendant ce temps, lui reste l'arbitre silencieux. Dans ce théâtre, le silence est une arme. L'ambiguïté est un bouclier. La confusion est une stratégie. Et plus les élites se disputent, plus le centre reste indispensable. Voilà pourquoi certains analystes refusent catégoriquement la thèse de l'incapacité. Pour eux, le désordre apparent est un ordre parfaitement maîtrisé. 3. Le fantasme de l'immortalité politique. Mais allons plus loin. Très loin. Un homme qui a passé plus de 4 décennies au pouvoir ne pense plus seulement en années. Il pense en héritage. En traces historiques. En postérité. Il ne s'agit plus seulement de gouverner. Il s'agit d'entrer dans la légende. Certains évoquent une dimension presque mystique, celle d'un dirigeant façonné par une formation religieuse stricte, habitué aux récits bibliques, aux figures antiques qui règnent longtemps, tombent tard, et laissent une empreinte monumentale. Dans cette logique, le pouvoir devient plus qu'un mandat. Il devient une mission personnelle. Mais attention. Quand la mission dépasse le peuple, le risque devient immense. Car le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui des années 80. La jeunesse observe. Les réseaux sociaux dissèquent. La diaspora commente. Le monde compare. Peut-on encore gouverner comme avant? 4. Responsabilité totale ou responsabilité diluée? Et voici la question la plus délicate. Si le président est lucide, alors il est pleinement responsable de la situation actuelle du pays.
des tensions économiques, des fractures sociales, des blocages politiques. On ne peut pas dire à la fois qu'il contrôle tout, et qu'il n'est responsable de rien. Certains veulent installer un récit confortable, ce sont les collaborateurs qui sabotent. Mais si le chef choisit ses collaborateurs, alors le choix lui appartient. Le pouvoir, c'est la décision. Et la décision, c'est la responsabilité. Dire qu'il est incapable, c'est lui retirer cette responsabilité. Dire qu'il est lucide, c'est lui attribuer pleinement l'état actuel des choses. Vous voyez le dilemme ? 5. Le jeu dangereux du sacrifice. Dans les régimes longs, il y a toujours un moment où un proche devient un symbole. Un fusible. Une offrande politique pour calmer les tensions ou réorganiser les équilibres. L'histoire politique camerounaise nous a montré que personne n'est éternellement protégé. Le favori d'aujourd'hui peut devenir l'exemple de demain. Et dans cette logique, la guerre de succession n'est pas seulement une bataille d'ambition. C'est un test de loyauté permanent. Celui qui rit trop fort aujourd'hui doit surveiller ses arrières demain. 6. Le pays en attente. Pendant que les élites spéculent, le peuple attend. Il attend des solutions concrètes. Il attend de la stabilité. Il attend de la clarté. La question n'est plus seulement de savoir si le président est lucide ou mythique. La vraie question est, quel avenir prépare-t-il réellement? Un passage contrôlé? Une continuité verrouillée? Ou un choc imprévu? Conclusion de la partie 4. Mes chers abonnés, ici à Kame News, on ne s'incline ni devant les rumeurs ni devant les mythes. On observe les faits. Un homme de 93 ans peut être physiquement fragile et politiquement redoutable. Un système peut sembler chaotique et rester solidement contrôlé. Un silence peut être plus stratégique qu'un discours. Mais au final, le temps reste le seul arbitre que personne ne contrôle. Alors dites-nous en commentaire. Pour vous, le chef orchestre-t-il encore la partition, ou la musique lui échappe-t-elle doucement? Le débat est ouvert. Et ici, on ne censure pas les idées. Conclusion: qui sera le dernier à rire? A tout dit, rien n'est jamais totalement ce que l'on voit. Un anniversaire peut être un test de loyauté. Un sourire peut cacher une mise à l'écart. Un favori peut devenir un exemple. Alors, dites-nous. Pensez-vous que Paul Biya contrôle encore totalement la situation? Ou assiste-t-on aux premières secousses d'une transition inévitable? Et surtout, Ngo est-il le dauphin, ou le prochain sacrifié? Laissez votre analyse en commentaire. Likez cette vidéo si vous aimez nos décryptages sans langue de bois. Abonnez-vous à Kame News pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir camerounais. Ici, on ne crie pas. On analyse. Et au Cameroun, comprendre le silence, c'est déjà comprendre la moitié de la vérité.